Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle rencontre d'endroit où aller où ce soir nous avons l'immense joie de recevoir David Diop. Bonsoir David. Bonsoir. Et nous vous accueillons ce soir pour un livre qui est sorti le 19 août dernier aux éditions Point, votre dernier roman qui s'appelle La porte du voyage sans retour. Ce soir, pour vous interroger, pour ceux qui suivent déjà via les rencontres, nous retrouvons Céline Gagneux de la librairie Murmure des mots à Brigné. Bonsoir Céline. Bonsoir, bonsoir à tous. Ça fait ravi de vous retrouver parce que vous étiez au tout début des rencontres. Donc oui, les premières. Et là, on n'est pas loin de Gelt, oui. Pas loin d'une 300e rencontre, donc on est ravis de vous accueillir à nouveau. Avant de vous laisser parler tous les deux de ce merveilleux livre, je vais rappeler à nos amis participants qui peuvent poser des questions à David par l'intermédiaire de l'onglet Converser, qui passe par la plateforme, et directement en commentaire sur Facebook, et je me ferai un plaisir de venir les poser en fin de rencontre à David après votre entretien. Céline, David, je vous souhaite une belle rencontre et je vous dis à tout à l'heure. Merci. Alors David, je suis ravie de vous rencontrer pour la parution de votre livre en poche, donc, qui était déjà sorti il y a un an, La porte du voyage sans retour. Un très beau roman donc, qui se passe au Sénégal, donc, que vous avez écrit après Le Frère d'âme, qui a eu un grand succès, donc cette histoire d'un tirailleur sénégalais qui partait faire la guerre de 14, avec lequel vous avez eu beaucoup de succès. Vous avez eu le prix du Goncourt des lycéens. Et avec ce roman suivant, là, vous allez remonter un peu dans le temps, puisqu'on va se retrouver en 1750 au Sénégal, et qu'on va suivre les traces d'un jeune botaniste qui arrive au Sénégal avec l'ambition de répertorier la flore locale. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce personnage, Michel Anderson, qui va se retrouver au Sénégal à cette époque? Oui, alors Michel Adanson, c'est un apprenti botaniste. Quand il part au Sénégal en 1749, pour être exact, il a 23 ans et il est envoyé par les frères Jussieu, qui sont ses maîtres et qui sont au Jardin du Roi de grands botanistes et qui donnent des leçons, qui enseignent la botanique et qui ont pris sous leur aile Michel Adanson. Et il fallait qu'il se fasse un nom, il voulait se faire un nom dans la science botanique et plus largement dans ce qu'on appelait l'histoire naturelle, c'est-à-dire l'étude à la fois de la faune, de la flore et aussi des sociétés étrangères. Il voulait se faire un nom, donc comme le monde était déjà connu, ou en tout cas avait été investi par d'autres botanistes ou d'autres historiens de la nature qui s'y étaient fait un nom, eh bien lui a choisi d'aller en Afrique noire et plus précisément au Sénégal pour la herboriser, puis surtout pour décrire la faune, la flore, et puis avec le projet d'écrire une histoire naturelle du Sénégal. Et cette histoire naturelle du Sénégal devait compter un nombre très important de tomes. Et malheureusement, il ne s'est arrêté qu'au premier tome. Il n'a jamais publié cette histoire naturelle du Sénégal qu'il voulait publier et grâce à laquelle il espérait avoir une gloire, une certaine gloire. Parce que Michel Adanson est connu des botanistes encore aujourd'hui. Il a fait des découvertes. Il y a des arbres qui portent son nom. Par exemple, le baobab, en latin, c'est la Dansonia digitata. Mais au XVIIIe siècle, il a été supplanté par Linné, le Suédois. Et donc, je fais dire par Adanson dans mon roman, par lui-même, que c'est une branche coupée de la botanique. Il n'a pas eu finalement le succès d'autres botanistes du XVIIIe siècle. Et la preuve, c'est qu'il n'y a pas de station de métro à son nom à Paris. Il y a Jussieu, il y a des universités, mais il n'y a pas Linné non plus. Il n'y a pas Linné non plus, mais il est mieux connu. Et quand même, il y a un square à Adanson, ça m'a été annoncé il y a quelque temps. Donc, il y a un square à Adanson quand même, mais vraiment, dans l'histoire
l'histoire naturelle, de la botanique, il est moins connu que d'autres. Et moi, je l'ai rencontré en lisant justement son premier tome, le premier tome de ce qui devait être son histoire naturelle du Sénégal. Et dans ce premier tome, il raconte son voyage. Il raconte son séjour au Sénégal qui a duré 4 ans. Il est resté à Saint-Louis du Sénégal, qui est un peu dans le nord du Sénégal. Il est allé de temps en temps à Gorée et il raconte ce voyage au Sénégal. Et c'est un voyage, un récit de voyage qui m'a passionné. J'ai découvert des choses sur le Sénégal que je connais par ailleurs parce que mon père est sénégalais, ma mère est française, donc j'ai vécu au Sénégal. Et pour moi, c'était fascinant de me replonger, enfin de me plonger dans un Sénégal d'il y a 3 siècles, alors que moi, j'y ai vécu donc au XXe siècle, j'y vais assez souvent d'ailleurs au XXIe. Il y a des paysages, des choses qui sont familières et qui sont en même temps étranges parce qu'elles sont vues depuis un point de vue qui est lointain. Des forêts qui ont disparu, mais des villages qui existent toujours, des choses passionnantes pour qui a vécu au Sénégal ou qui connaît le Sénégal aujourd'hui. Alors, vous vous êtes inspiré de son journal, mais vous y avez quand même rajouté toute une partie très romanesque, puisque oui. Ce botaniste va être embarqué dans des aventures. Je ne pense pas que celle-ci était décrite dans son journal. Alors, non, dans son récit de voyage, il ne parle pas de choses qui se trouvent au Muséum d'histoire naturelle dans des caisses. Et ces caisses rassemblent ces brouillons. Ces caisses rassemblent son plan d'une histoire naturelle, d'ailleurs, générale. Et tout ça n'apparaît pas dans son récit de voyage. Et moi, ce qui m'a vraiment donné envie d'écrire un roman, d'inventer une fiction à partir de ce que j'avais lu sur Michel Adanson, c'est la découverte de ces caisses qui se trouvent au Muséum d'histoire naturelle où il y a comme l'envers du décor de son récit de voyage. C'est-à-dire qu'il n'a pas publié, le public n'était peut-être pas mûr aussi pour tout lire ou tout entendre de ce qu'il avait vécu comme expérience originale au Sénégal. Donc, tout ça a été caché. Et il y a un historien sénégalais qui est venu me voir parce qu'il savait que je m'intéressais à Michel Adanson et qui m'a dévoilé en fait cet envers du décor, qui m'a expliqué ce qui se trouvait dans ces caisses, qui m'a fait lire des choses qui m'ont donné vraiment envie d'écrire un récit de voyage secret. C'est-à-dire un récit de voyage qui s'inspirait du récit de voyage véritable, mais qui s'en séparerait, nourri justement par toute cette documentation qui se trouve au Muséum d'histoire naturelle de Paris. Alors, dans ces caisses, il y a le premier dictionnaire français-wolof. Le wolof est une langue qui est parlée au Sénégal. Eh bien, Michel Adanson, sa démarche est fascinante parce qu'il a souhaité apprendre le wolof avant, selon sa formule, et je trouve que c'est une belle formule qui appartient à la langue du XVIIIe siècle, avant de se répandre dans le pays. Parce qu'il avait remarqué qu'il y avait des gens, des Sénégalaises, des femmes, des hommes, qui connaissaient la vertu des plantes et dont les savoirs ne pouvaient pas être traduits correctement, selon lui, par des traducteurs habituels qui traduisaient tout ce qui avait trait au commerce, en fait, et d'ailleurs à l'esclavage, ou bien au commerce de l'ivoire, etc., etc. Donc, il s'est dit, je vais apprendre la langue précisément pour pouvoir parler à ces gens qui savent. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il a reconnu qu'il y avait un savoir local. C'est très rare au XVIIIe siècle, ou en tout cas, c'est moins connu que d'autres aspects du XVIIIe siècle, ce respect pour un savoir local. Michel Adanson l'avait. Et donc, il a appris le wolof. Et dans ces caisses du Muséum d'histoire naturelle, on trouve ce dictionnaire dont je parle, mais aussi une collecte des contes, des légendes qu'il a entendues la nuit, le soir, au coin du feu, sous la lune, et qu'il a répertorié, qu'il a transcrit en caractère romain. Donc c'est une mine pour l'histoire culturelle du Sénégal.
Et c'est aussi très intéressant de voir qu'il maîtrisait le Wolof au point de faire du thème, pas seulement de la version. C'est-à-dire qu'il traduit ce qu'il entend en Wolof, puisqu'il apprend le Wolof, mais il est capable de traduire à l'inverse un poète italien du XVIIIe siècle qu'apparemment il aimait beaucoup, qui s'appelle Métastase, et qu'il a traduit en Wolof. Donc ça prouve sa maîtrise de la langue. Alors moi, en voyant tout ça, je me suis dit, mais je vais inventer un voyage caché, un voyage qu'il adresserait à sa fille et qui finalement serait comme le moment de la découverte d'un nouveau Michel Adanson. Mais ce Michel Adanson, je trouve, moi déjà, même sans connaître ses caisses, dans la lecture de son récit de voyage, je repère déjà quelque chose de particulier chez lui. Cette façon de voir et d'éprouver l'altérité radicale des Africains pour lui, en faisant l'épreuve de son corps, en goûtant au couscous, en se mettant du henné sur les mains. Tout ça, c'est dans son récit de voyage. Mais alors, quand on découvre ce qu'il dit et ce qu'il écrit dans cette caisse ou dans ces caisses du Muséum d'histoire naturelle de Paris, c'est fascinant. Et moi, mon sang d'écrivain n'a fait qu'un tour. Hein. J'ai eu envie vraiment d'inventer un récit de voyage nourri en fait de ce que je savais de Michel Adanson et de sa fille Aglaé Adanson. C'est fascinant de trouver un tel trésor. Oui. Alors le découvreur du trésor, c'est cet historien sénégalais Ousmane Seydi, qui était en train de terminer sa thèse d'histoire et qui, voyant que j'avais étudié Michel Adanson, est venu me voir dans mon université pour me dire, voilà, vous avez dit des choses intéressantes, Monsieur Diop, mais attention, moi, je pense que vous n'avez pas tout à fait raison ou que vous ne savez pas tout. Et donc, c'est lui l'inventeur en fait du trésor. Qui vous a fait découvrir ces textes cachés. Voilà. Mais il y a d'autres chercheurs français qui ont travaillé évidemment sur ces boîtes du Muséum d'histoire naturelle. Et la différence, c'est que lui, Ousmane Seydi, il parle le Wolof et qu'il comprend ce qui est écrit. Et donc, c'est ça qui ajoute de l'intérêt à ces découvertes ou à ce qu'il a pu trouver dans ces caisses-là du Muséum d'histoire naturelle de Paris. Ouais, finalement, il a presque eu une démarche d'ethnologue en allant vraiment à la recherche aussi des peuples et en essayant de rencontrer beaucoup de personnes sur place et d'avoir des relations avec eux. Oui, Michel Adanson, c'est un savant. On dit que c'est le premier voyageur savant, donc il a une méthode d'investigation. Il pratique ce qu'on pourrait appeler une pré-ethnologie, hein, parce que l'histoire naturelle, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas simplement la description des plantes, c'est aussi la description des sociétés. Et il n'a pas fini sa description des sociétés, il n'a pas publié son histoire naturelle du Sénégal, mais il y avait ces matériaux, la description d'un mariage, par exemple, au XVIIIe siècle au Sénégal, près de Saint-Louis, comment on pratiquait le deuil, etc. Donc, c'est vrai qu'il y a quelque chose, à la fois de l'ethnologue, mais aussi de l'anthropologue chez lui, un peu avant la lettre. Mais ça signifie qu'il est aussi un praticien d'une histoire naturelle qui investit des champs de recherche qui dépassent les plantes et qui s'intéressent aux hommes. D'ailleurs, je lui fais dire à Michel Adanson, je suis allé au Sénégal pour voir des plantes et j'y ai rencontré des hommes. Alors, il va y rencontrer des hommes, mais il va aussi prendre conscience de cette machinerie qui se met en place à cette époque, qui est celle du commerce triangulaire et de l'esclavage, des razzias dans les campagnes pour récupérer des gens et les envoyer en esclavage. Et donc, avec cette fameuse île de Gorée, donc, qui est le point de départ de tous les bateaux d'esclaves, et qui donne d'ailleurs le nom à votre roman, La Porte du voyage sans retour. En fait, c'est l'île de Gorée. Et il va prendre conscience de l'importance de cette mise en esclavage qui va permettre aussi le développement de nos sociétés. Oui, alors, La Porte du voyage sans retour, c'est le nom
d'une porte qui se découpe au rez-de-chaussée d'une maison qui existe toujours, qui est une maison musée, qui s'appelle la Maison des Esclaves. Et je dois ce titre à un conservateur de la Maison des Esclaves, aujourd'hui disparu, qui s'appelait Joseph Ndiaye. Et quand on était petit, on allait à Gorée visiter la Maison des Esclaves. Et c'est lui qui avait baptisé cette porte-là, qui se découpe sur un océan Atlantique en général très lumineux, la porte du voyage sans retour, parce que c'était par cette porte que passaient les esclaves qui allaient vers les Amériques. Et pour eux, c'était un voyage sans retour. Donc, ce que j'ai voulu faire dans la porte du voyage sans retour, c'est d'une certaine façon confronter un homme des Lumières. C'est comme si c'était une expérience, d'une certaine façon, fictionnelle, confronter un homme des Lumières, un homme rationnel, un adepte de la raison triomphante, un scientifique, un savant, à ce qui a quand même été un scandale extraordinaire, c'est la traite des nègres, la traite des esclaves. À la période où Michel Adanson va au Sénégal, c'est le pic de la traite. C'est un moment où vraiment le commerce triangulaire est extrêmement fort. Et j'ai voulu confronter cet homme-là, des Lumières, humaniste, avec l'esclavage, avec l'atrocité de l'esclavage, sa violence, en le faisant tomber amoureux d'une jeune femme qui est promise à l'esclavage. Parce que pour moi, c'était la meilleure façon de le mettre finalement en face de la réalité brute et brutale qui parfois dément les idéaux ou dément les idées généreuses. Donc, c'était pour moi vraiment intéressant d'explorer cette rencontre entre ce savant-là et une jeune femme promise à l'esclavage, mais qui tous les deux s'intéressent à la nature. Je l'ai dit, Michel Adanson, c'est un botaniste, c'est un historien de la nature. Il cherche à percer les mystères de la nature, à expliquer la nature. C'est une démarche occidentale qu'on doit à Descartes, ou en tout cas que Descartes a systématisé dans son discours de la méthode quand il dit que l'homme doit se rendre comme maître et possesseur de la nature. Et face à cet homme qui est cartésien, j'ai voulu créer un personnage de Maram dont il tombe amoureux, qui, elle, comme dans beaucoup de sociétés traditionnelles, essaye non pas d'asservir la nature, mais de coopérer avec elle, de se la concilier, sans nécessairement essayer de comprendre comment ça fonctionne, mais en finalement faisant passer ce que nous considérons comme du surnaturel comme étant naturel d'une certaine façon. Et ça, ça fait que la fiction, dans le fond, elle confronte des mythes, deux représentations différentes du rapport entre l'homme et la nature. Et chaque représentant de ces deux mondes-là, eh bien, d'un côté Michel Adanson, de l'autre Maram, sort de ces représentations pour rencontrer l'autre. Il y a un troisième personnage qui est intéressant aussi, c'est Ndiak, son guide, le guide qui va le conduire à travers le Sénégal. Oui. Alors. Et lui, donc, il est tout jeune, mais c'est déjà un sage. Oui, alors, Ndiak, il n'apparaît pas dans le récit de voyage de Michel Adanson, le récit de voyage officiel. Mais on le trouve sur un bout de papier dans les caisses du Muséum d'histoire naturelle. Et Michel Adanson dit de Ndiak que c'est son passeport au Sénégal. C'est vraiment, ce sont les termes qu'il utilise. Pourquoi ? Parce qu'on est dans une période, en 1750, où la colonisation telle qu'on la connaît au XIXe siècle, avec une organisation, une administration coloniale et un investissement, oui, c'est ça, une entrée dans les territoires, à l'intérieur des terres, n'existe pas encore. En 1750, le commerce se fait sur les côtes et
Donc, à l'intérieur, il y a des royaumes, et pour pouvoir passer dans ces royaumes, il faut un laissez-passer. Et dans les papiers de Michel Adanson, qu'est-ce que je vois? Je vois donc ce passeport, ce NIAC, qui a 12 ans, ça c'est vraiment ce qui est dit dans ces papiers, et qui est désigné comme étant le fils d'un dignitaire du royaume, d'un des royaumes du nord du Sénégal. Et Michel Adanson, apparemment, a été accompagné dans ses voyages à l'intérieur au Sénégal par NIAC. Donc j'ai repris son nom, tout simplement. Je lui ai peut-être inventé une ascendance royale, mais ce n'est pas impossible, parce qu'il porte le nom Ndiak d'un roi du Waalo de la même période, donc ce n'est pas à exclure. Et j'en fais justement une sorte de répondant, un peu insolent, un peu peut-être comme l'est Jacques dans le roman de Diderot, Jacques le fataliste, qui répond à son maître et qui finalement le met souvent en défaut, et avec lequel Michel Adanson se prend d'amitié. Donc, pour moi, ce personnage-là, c'est vraiment un personnage lucide et un personnage qui représente ce qui fait pour moi la spécificité d'une certaine mentalité en Afrique de l'Ouest, pas simplement au Sénégal, un peu insolente, un peu moqueuse, un peu iconoclaste. Et donc, voilà, c'était pour moi important de le faire apparaître. Parce qu'en effet, il est jeune, mais il est sage. Mais on sait bien que la valeur n'attend pas le nombre des années en France. Et donc, j'ai vraiment voulu le faire de lui un ami proche de Michel Adanson. Oui, il va l'accompagner dans ses aventures, parce qu'en fait, les voyages sont risqués et difficiles. Oui. Il y a effectivement tous ces problèmes de laisser-passer lorsque l'on passe d'un royaume à l'autre. Et là, c'est un accompagnateur précieux pour justement lui permettre de passer ses frontières. Oui. Et aussi, c'est un moyen pour moi, finalement, ce roman, puisque j'ai une double sensibilité culturelle, de construire des géographies en parallèle entre la France et le Sénégal. Parce que là, on parle beaucoup de la partie du roman qui s'occupe du Sénégal, mais le roman s'ouvre quand même sur le récit d'une transmission entre Michel Adanson et sa fille Aglaé Adanson, qui est une femme remarquable, qui est une écrivaine au XIXe siècle, dans la première moitié du XIXe siècle, qui avait une renommée et qui était considérée comme une botaniste, une grande botaniste comme son père. Et donc, le voyage qu'elle fait entre Paris et le château de Baleine, qui se trouve dans l'Allier, près de la ville de Moulins, c'est un des premiers arboretums en France, et il existe toujours. Et celui que fait Michel Adanson jusqu'au Cap-Vert en compagnie de Ndiack, ce sont deux voyages parallèles en fait. Et donc il y a pour moi l'intérêt, c'est de voir comment ces deux voyages s'imbriquent, se complètent ou se reflètent, et comment dans le fond le père et la fille se retrouvent dans cette recherche de sens. Oui, et puis elle à travers donc les carnets qu'elle va découvrir de son père, elle va découvrir un personnage qu'elle ignorait complètement. Son père, une fois qu'il a été rentré en France, a énormément travaillé sur son encyclopédie naturelle, et il s'est finalement peu occupé d'elle. Et c'est à travers les carnets qu'elle découvre qu'elle va découvrir quel personnage il était. Oui, alors Michel Adanson, le vrai Michel Adanson, c'est un académicien, il va finir par devenir académicien, il intégrera l'Académie royale des sciences de Paris, il sera extrêmement respecté par ses collègues, il aura des déconvenues parce que parfois il ne va pas accéder au poste qu'il souhaitait, mais c'est parce qu'il a un abord un peu difficile, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'est pas simple, qui est plutôt comme une sorte de misanthrope en fait. Et sa fille, dans ses papiers, dit de son père qu'en effet il est bourru et qu'il est misanthrope et que c'est pas un politique.
Or, on sait que dans des académies, il faut savoir se placer, il faut savoir négocier. Lui, il ne sait pas faire ça. Et donc, c'est aussi la raison pour laquelle son orbe universel, son encyclopédie universelle ne sera jamais publiée. Et jusqu'à la fin de sa vie, il le demande à Napoléon, hein, il demande des financements pour la publier, mais elle est tellement énorme, elle a fait presque plusieurs dizaines de tomes, et en plus, il voulait la faire tout seul, bien que ça ne marche jamais. Mais on sait que sa fille, on a des témoignages qui sont très intéressants, sa fille va le voir chez lui et elle éprouve une admiration extraordinaire pour lui, et ils échangent autour justement de cet amour des plantes, de cet amour des arbres. Il l'a aidé à constituer son arboretum au château de Baleine. Donc pour moi, c'était important de les associer, de mettre ensemble le père et la fille, parce que je voulais que le voyage secret de Michel Alençon, qu'il destine à sa fille. Il veut que sa fille le lise. Mais ce qui est particulier, et ce que j'ai souhaité, c'est qu'il ne lui donne pas directement. C'est-à-dire qu'il fallait qu'elle le mérite. Et donc tout le début du roman est consacré à finalement cette recherche qui s'ignore chez la fille de Michel Alençon. C'est la recherche de ce manuscrit secret. Et elle ne peut le découvrir que si elle veut le découvrir. Et pour moi, c'est une façon de dire aussi qu'il y a dans l'histoire beaucoup de mémoires secrets, de manuscrits qui sont enfermés dans des tiroirs et que personne n'ouvre et qui sont poussière. Donc, pour entendre une leçon telle que le père la donne à sa fille, il faut qu'elle ouvre ce tiroir, mais qu'elle le veuille. C'est-à-dire qu'elle trouve dans le souvenir de leur relation et de leur affection l'indice qui va lui permettre de trouver ce manuscrit. Et c'est vraiment lui donc, qui va lui donner cette vocation de poursuivre son travail. Oui. Elle va récupérer ses manuscrits, elle va essayer de faire publier ce qui était publiable, elle va récupérer certains de ses herbiers. Il y a vraiment un rapport très fort entre le père et la fille. Et c'était une femme Aglaé Adanson, très moderne. Elle dit, parce que je me suis intéressée vraiment à elle, j'ai lu des textes qu'elle a publiés, elle a écrit, oui, Ah oui, elle a écrit des pensées morales, elle a écrit beaucoup de livres sur ce qu'on peut appeler l'économie domestique, sur l'art de cultiver son jardin, mais aussi de créer des parcs et puis de savoir à quel moment planter telle ou telle essence. Donc elle était vraiment connue, mais elle a écrit aussi des réflexions plutôt morales. Et c'est une femme qui est vraiment, dans son temps en tout cas, dans un 19e siècle qui est très fermé, qui est très dur pour les femmes. C'est une femme qui a son franc-parler et puis aussi qui a une vie assez scandaleuse pour l'époque, parce que elle va se marier 2 fois, je reprends cela dans mon roman, mais ensuite elle va finalement avoir un amant avec lequel elle va avoir un enfant sans se marier. Et elle va dire dans ses mémoires, ses réflexions, finalement, d'une certaine façon, toute l'amertume qui est la sienne de voir comment elle a été reçue dans une société extrêmement figée, comment cet écart, ou en tout cas cet amour qui n'a pas été couronné entre guillemets par un mariage, eh bien, l'a un peu déconsidéré. Donc, elle dit à un moment donné dans sa réflexion quelque chose d'approchant, je n'ai pas la citation précise en mémoire, mais elle dit « Si George Sand n'avait pas porté de pantalon, elle n'aurait pas été publiée. » Donc voilà, ça vous donne une image, une idée un peu de la force d'âme, je trouve, de cette Aglaé Adanson. Et c'était à elle que je voulais vraiment que Michel Adanson transmette son voyage secret. Alors ce voyage secret, vous l'aurez compris, il est foisonnant, il est plein d'aventures et il est complètement illustré par votre langue, David Diop.
et c'est un vrai régal de lecture. Alors, vous en parlez extrêmement bien. Ça a l'air d'être très sérieux, mais en fait, on s'amuse aussi beaucoup et on est envahi de toute cette nature sénégalaise qui est pleine d'odeurs et de soleil. Et c'est vraiment un grand régal de lecture. Je voulais savoir si vous aviez des questions peut-être à poser à David. Alors, je vais revenir parce que oui, il y a des questions pour David. La première, c'est Alexandra qui la pose et c'est sur justement le style et votre écriture, David. Cela a-t-il été facile pour vous de passer, alors, entre guillemets, de l'oralité de Frères d'âme au style plus classique du XVIIIe siècle? Oui, parce que à chaque livre, son univers, sa façon, c'est-à-dire son travail de l'écriture. Alors, quand j'ai choisi de faire de Michel Adanson mon personnage principal, et que je choisis de faire de lui aussi un écrivain, parce que c'est lui qui raconte son voyage, mais aussi qui raconte ce que lui a raconté un personnage dans le roman. Ça, c'est très 18e siècle, tous ces récits enchâssés, là, qui sont inspirés des Mille et une nuits, entre autres, qui sont traduites au début du XVIIIe siècle. Ces récits enchâssés qu'on retrouve dans les Mille et une nuits. Dans les romans XVIIIe, ça, en tout cas certains, ça revient souvent. Et donc, c'était lui qui avait la parole. Or, c'est un jeune savant. Et moi, j'ai lu son récit de voyage. Il est, pour moi, écrit d'une façon superbe, dans un registre de langage qui est celui du ton de la conversation presque. Ce qui fait, moi, je pense, le goût et qui me plaît beaucoup dans la littérature du XVIIIe siècle, c'est cette propension à traduire dans un langage clair, une forme de conversation avec le lecteur, mais avec un registre de langue quand même assez élevé. Et donc, je ne pouvais pas le faire parler comme j'ai pu faire parler mon tirailleur sénégalais dans Frères d'âme. C'est un savant, il est instruit, il écrit bien, donc il fallait que je trouve une façon d'écrire qui me fasse passer à moi-même pour vraisemblable ce que Michel Adanson disait, ce qu'il écrivait. Donc, pourtant, c'est poser une difficulté, c'était la suivante, c'était d'éviter à tout prix de pasticher la langue du XVIIIe siècle. Alors, je suis enseignant à l'université, ma spécialité, c'est la littérature du XVIIIe siècle, et j'ai des collègues, des chers collègues, qui m'ont dit, mais pourquoi vous avez soigneusement évité de la concordance des temps? C'est-à-dire que vous avez évité soigneusement de mettre des subjonctifs imparfaits. Mais c'était justement pour éviter de pasticher la langue du XVIIIe siècle. C'est-à-dire que je voulais que le lecteur, et moi le premier, je suis d'ailleurs le premier lecteur de ce que j'écris, ne soit pas accroché par un subjonctif imparfait, qu'il y aurait quelque chose, si vous voulez, qui couperait le lien émotionnel que je voudrais que l'écriture tisse avec le lecteur. Voilà, donc à chaque personnage, finalement, son univers, son écriture, sa langue, c'est donc pour moi pas trop, ça n'a pas été trop compliqué de passer de l'un à l'autre. Alors, Pierre évoque votre livre en disant qu'il y a une histoire d'amour, il y a une histoire de transmission. Diriez-vous plutôt que c'est une odyssée ou une quête, ce livre? Alors, l'Odyssée d'Homère, eh bien, c'est un départ et un retour. Hein. Alors là, la porte du voyage, c'est celle d'un voyage sans retour. Donc, c'est une quête, puisque Michel Adanson entend parler d'une femme légendaire. Qu'est-ce qui fait l'intérêt pour Michel Adanson de cette femme? C'est que, justement, il apprend qu'elle serait revenue d'où on ne revient jamais, c'est-à-dire revenue de l'esclavage des Amériques. Donc, il va voir, il est curieux d'elle, il va voir qui ça peut être,
comment c'est possible. Et évidemment, il ne revient pas à la case départ comme il est parti. Il la perd dans cette quête, il la trouve, mais il la perd. C'est pour ça que pour moi, le mythe d'Orphée et d'Eurydice, que j'ai intégré dans le roman, est très important. Hein. Orphée, c'est Michel Alençon, et Eurydice, c'est Maram. Et elle passe cette porte du voyage sans retour. Donc, c'est moins une odyssée qu'une quête. Alors, il y a une question de Mélanie qui vient d'arriver. Votre personnage est très moderne dans sa conception de la nature. Utilise-t-on encore son travail aujourd'hui? Et deuxième question, est-ce intéressant pour les scientifiques d'aujourd'hui tout ce travail de collecte qu'il a fait à l'époque? Alors, je ne suis pas botaniste, mais j'ai rencontré des botanistes qui m'ont dit que Michel Alençon était très respecté encore pour ses travaux. Et je sais, au détour de la lecture d'un colloque, des actes d'un colloque qui a été publié en 1960, je crois, qu'il y a des botanistes et des savants qui ont considéré que sa méthode était extrêmement intéressante et que ses descriptions étaient superbes. Il essayait de trouver un moyen de décrire, alors je n'ai pas tout compris, hein, mais de décrire les végétaux en se servant de plusieurs points d'entrée. Alors que d'autres se servaient des organes sexuels, par exemple des végétaux, pour décrire et faire leur taxinomie, leur tableau. Lui a essayé de varier les choses. Ça supposait donc une connaissance encyclopédique et une masse de travail terrible. Et il était vraiment apparemment admirable dans son travail, puisqu'encore aujourd'hui, on a découvert, on peut constater que ses travaux sont toujours importants. Alors, j'ai un peu trahi Michel Alençon, je dois l'avouer. Hein. Ah. Et ce sont des botanistes qui me sont tombés dessus et qui me l'ont dit. Il y a un arbre que je fais apparaître au Sénégal et qui ne pouvait pas être là au moment où je le fais apparaître. C'est un eucalyptus. Alors peut-être que tout le monde n'aura pas lu le roman, donc je ne vais pas dire quel est le rôle de cet eucalyptus, mais il est important, cet arbre. Et un botaniste, plusieurs, il y en a même un qui m'a écrit d'Allemagne, une autre botaniste française qui était à Dakar, je l'ai croisée au mois de mars dernier, qui m'a tout de suite attrapé en me disant « J'ai aimé votre livre, mais attention, l'histoire de l'eucalyptus ». Et oui, j'aime les eucalyptus, j'aime notamment l'odeur de l'écorce de l'eucalyptus brûlé, donc je trahis Michel Alençon et la botanique, sans sourciller, sans remords, et j'intègre l'eucalyptus dans mon roman. Mais Michel Alençon, pour revenir à la question que vous posiez tout à l'heure, c'est vraiment un botaniste qui est respecté encore aujourd'hui. On va dire que l'eucalyptus, c'est la partie fictionnelle. Mais oui, mais tout à fait, on a le droit. Exactement. Alors justement, il y a Nicolas qui rebondit en disant quel lien avait-il avec les encyclopédistes de l'époque? Alors, avec Diderot et d'Alembert, ils ont entretenu, Diderot et d'Alembert connaissaient Michel Alençon et il a écrit des articles pour l'encyclopédie méthodique de Panckoucke. C'est une encyclopédie qui est un peu postérieure, mais où il a été en charge des articles de botanique sur plusieurs tomes. Donc, il était très connu des encyclopédistes. Mais il a arrêté parce qu'il voulait travailler à sa propre encyclopédie. Et dans le fond, il avait une sorte de délire de grandeur ou d'hubris, on va dire. Il a pensé pouvoir gérer l'écriture d'une encyclopédie quasiment seul, alors que Panckoucke, mais avant lui, Diderot et d'Alembert, avaient plus de 150 collaborateurs. Donc, lui, c'est vraiment quelqu'un qui a voulu écrire une encyclopédie universelle tout seul. Et on est au bord d'une forme de folie, d'une certaine façon, de désir de maîtrise de ce qui va être publié absolument pathologique. Ces fameuses caisses dont vous avez parlé au début, vous les avez vues? Vraiment, vous y avez eu accès ou pas? Ou pas du tout? Non. J'ai eu un découvreur qui est Ousmane Seydi,
qui m'a montré, et donc qui a pris des notes, qui a pris des photographies, des documents, et qui les a intégrés dans sa thèse, et qui, bien que je ne sois pas un historien, m'a invité à la soutenance de sa thèse en Suisse. Donc c'est un historien qui a soutenu sa thèse en Suisse il y a quelques années, et c'est grâce à lui que j'ai accédé à ces caisses. Mais je n'ai pas besoin d'aller voir, j'ai besoin de lire en fait, de lire ce qu'on me donne, de la documentation que je trouve, et peut-être qu'un jour, par exemple, j'irai voir l'arboretum d'Aglaé à Alençon. Je n'y suis jamais allé, près de Moulins. Et un jour, j'irai voir le château de Baleine, je pense, mais j'ai trouvé de la documentation pour savoir comment était ce château au XIXe siècle, quelle a été son évolution, et sans jamais y être allé encore. Donc, je me ménage en fait la possibilité un jour de faire un voyage pour aller voir. Quand vous écrirez votre livre sur Aglaé. Oui, pas mal ça peut être une suite. Non, voilà. je vous pose une question, David, parce que est-ce que ça leur a... Donc, vous avez répondu, mais en fait, ça n'a pas du tout changé. Si vous aviez eu accès à ces caisses, vous n'auriez pas du tout changé le sens de votre roman, vous l'auriez écrit comme ça. Vous n'aviez pas besoin de voir de vision. Oui. Ça n'a rien changé. Oui, parce que déjà, le travail de collecte d'historien d'Ousmane Seydi était bon. C'est-à-dire que j'avais une vue d'ensemble de ce qu'il y avait dans ces caisses et je pouvais piocher ce qui m'intéressait. Tout ce qui, par exemple, tenait vraiment à sa science, à son savoir de botaniste, à cette volonté de construire un système, ça m'a intéressé, certes, mais ça m'a intéressé parce que ça a échoué. C'est-à-dire que je ne suis pas allé voir le détail de sa méthode. C'est pas ça qui m'intéressait. C'était la partie histoire naturelle dont j'ai parlé tout à l'heure, pré-ethnologique. C'est-à-dire là où il s'intéresse aux sociétés, là où il échange avec les gens, là où il fait une collecte en fait d'un discours, d'une parole. Et ce qu'on découvre dans ces papiers, c'est qu'il aimait la langue wolof. Et il le dit. Pour moi, c'est extraordinaire en 1750 qu'un Français dise qu'il aime une langue africaine. Pourquoi? Parce qu'il la trouve douce, il la trouve très adaptée à la dénomination des plantes. Parfois, d'ailleurs, pour certaines plantes qu'il décrit, il préfère leur donner un nom en wolof qu'en français, et encore mieux qu'en latin. Donc, c'est ce rapport intime, en fait, avec le Sénégal, qui n'est pas lisible dans son récit de voyage publié officiellement, moi qui m'intéressais surtout dans cette caisse. Alors, il y a un gros travail de recherche. Par rapport au temps d'écriture, vous avez un ratio à peu près à nous donner? Comme ça. Je sais que les auteurs n'aiment pas parler mathématiques, mais là, on voit le travail colossal. Là, c'est plutôt arithmétique. Oui, arithmétique. En fait, je mûris longtemps mes sujets. Michel Adanson, je le connais depuis 15 ans avant de commencer à écrire le roman. Mais vraiment, le point de départ, ça a été la découverte de ce qu'il y avait dans ces papiers du Muséum d'histoire naturelle. Ça a été vraiment le carburant d'écriture. Et une fois que j'ai eu ces papiers, que j'ai eu vraiment envie d'écrire cette fiction dont un des personnages serait Michel Adanson, eh bien, j'ai mis 6 mois à peu près à écrire ce roman. Donc, c'est lui qui est venu vous chercher. Est-ce que vous avez eu du mal à le quitter ou il est encore avec vous un petit peu? Alors, oui, pour l'instant, on est toujours ensemble. Alors, il y a des questions sur vous, parce que je ne sais pas si tous les lecteurs le savent. Nous avons la chance ce soir d'avoir le seul auteur français qui a reçu un prix international, le Booker Prize, c'était en 2021. Et je crois que c'est Pierre qui demande ça, qui demande qu'est-ce que ça fait d'avoir cette distinction? Est-ce que ça a changé votre manière d'écrire, votre façon de voir les choses? Est-ce qu'on prend la grosse tête? Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un auteur quand il reçoit... pour la première fois qu'un Français reçoit un prix international tel que le Booker Prize? Moi, je suis un écrivain, un vieil écrivain. Oh. Je dis, j'ai commencé mon premier roman,
je l'ai publié, j'avais 45-46 ans. C'est-à-dire que, je le dis souvent, hein, mais c'est plus qu'une formule. J'ai appris à vivre avant d'écrire. Et donc, ces prix que j'ai eus pour Frères d'âme, eh bien, me font un grand plaisir, mais ils ne me font pas tourner la tête. C'est-à-dire que je ne perds pas de vue que ce qui me plaît, et c'est ce qu'il faut que je conserve, et ce n'est pas difficile, c'est le plaisir d'écrire. Le plaisir d'écrire librement, c'est-à-dire sans penser à tout un environnement qui pourrait peut-être, dans certains cas, mais ce n'est pas dans mon cas, exercer une pression. Ce n'est pas le cas pour moi, exercer une pression, en fait, sur ce que je vais écrire, ce que je vais penser, ce que je vais dire. Pour moi, donc, ces prix sont magnifiques, mais ce n'est pas une fin en soi. C'est un moyen, par contre, de rencontrer beaucoup plus de lecteurs. Et ça, c'est extraordinaire. Le Booker Prize, en fait, aussi, a été un moyen pour moi de rencontrer une traductrice. Anna Moskovakis, qui a traduit Frères d'âme en anglais, qui a donné At Night All Blood is Black, c'est une écrivaine et une poétesse. On a eu des échanges passionnants sur la façon de traduire, sur sa perception, sa conception de la littérature. Une écrivaine, une poétesse américaine, nord-américaine. Donc, pour moi, en fait, tout cela, ce sont des enrichissements, un enrichissement intellectuel, rencontrer les traducteurs, rencontrer les lecteurs étrangers, et du coup, c'est pas une chaîne, au contraire, c'est une ouverture, en fait, une libération. C'est pas un poids, c'est vraiment un carburant. Alors, Bio. Ouais. On va rappeler que c'était le concours des lycéens que vous avez eu en 2018 pour Frères d'âme, justement, Oui. couronné par des lycéens. Souvent, les auteurs qui ont le prix Goncourt des lycéens disent que c'est presque plus important d'avoir été couronné par des jeunes que par un jury de confrères, de consoeurs. Vous partagez ce même avis? Alors, d'abord, quand on voit comment ça fonctionne, en fait, le concours des lycéens, on peut se dire que, en fait, si le jury Goncourt n'avait pas déjà présélectionné le roman, eh bien, personne ne pourrait avoir le Goncourt des lycéens. Donc, il y a moins un antagonisme qu'une coopération, dans le fond. Donc, j'étais déjà très heureux d'être sélectionné par le jury du prix Goncourt et très heureux de gagner le Goncourt des lycéens parce que je suis enseignant. Oui. J'ai enseigné en lycée au siècle dernier. J'enseigne à l'université depuis un certain moment. Et j'ai toujours aimé le rapport à la littérature qu'a la jeunesse à la littérature. Et surtout, le rapport à la franchise, ou en tout cas le caractère entier de certaines critiques. Tout ça me plaît beaucoup. Et pour Frères d'âme, j'ai eu par exemple la lecture d'une jeune lycéenne il y a quelques années qui m'a frappé parce qu'elle m'a fait revenir à mon livre. Elle a eu une sorte, je ne sais pas, d'intuition qui a fait que, eh bien, je ne pensais pas que ce que j'avais écrit pouvait conduire à cela, mais je ne pouvais pas refuser sa lecture non plus. Donc ça, c'est vraiment saisissant. C'est très fort. Et donc, cette jeune lycéenne, il y en a 4 ou 5 qui ont lu mon roman de cette façon-là. Et la première fois que j'ai entendu cette lecture, c'était justement au contact de ces jeunes filles et de ces jeunes gens que j'ai rencontrés après avant d'avoir le prix Goncourt des lycéens, et puis ensuite après pour discuter dans différents lycées en France et à l'étranger aussi. Donc, vraiment, beaucoup de personnes m'ont dit, et pas nécessairement des personnes jeunes, qu'ils avaient une confiance extrême dans le choix des lycéens qui n'étaient jamais dessus, et j'en suis très heureux. J'étais vraiment très content
de pouvoir justement échanger avec eux et puis d'avoir été choisi par eux à cette année-là. Vous enseignez uniquement à l'université maintenant, c'est ça? Vous Oui, n'enseignez oui, pas. oui. À quelle université enseignez-vous, si ce n'est pas indiscret? À l'université de Pau. Ah, on n'est pas loin L'université de alors. Pau. Alors, On n'est pas où loin. êtes-vous? Moi, je suis dans le Tarn-et-Garonne, donc Pau, Ah Pau, oui, chez oui. moi, c'est 3 heures et encore 2 heures et demie, j'ai envie de dire. Bon. Juste Alors, on est rappeler, voisins. ouais. Juste rappeler que Frères d'âme est aussi disponible aux éditions Point en format poche. Ça, c'est important de le dire. Qu'est-ce que j'ai comme autre question pour vous? Parce qu'il y a plein de... Alors, il y a des questions qui se regroupent. Donc, on imagine que là, vous êtes en train d'écrire un prochain roman ou pas du tout? Vous surfez encore sur... Est-ce qu'un silence dans ce genre de situation est éloquent? Je ne dirais rien. On peut tout imaginer du silence d'un auteur, j'ai envie de dire. Oui, L'auteur a le droit alors de dire je ce qu'il vous veut. ai peut-être un peu répondu tout à l'heure en vous disant que j'avais besoin de tourner autour de mon sujet avant de cueillir un fruit. En fait, la cueillette, c'est-à-dire le moment de l'écriture, c'est après beaucoup de méditation. Mais j'ai une idée. Mais je n'en dirai rien parce On ne que veut rien savoir. je peux l'abandonner, je peux On la préfère modifier. découvrir. La Voilà. transformer. Ah, d'ailleurs, tiens, il y a une question, on va voir si vous êtes fort, David. Comment s'appelle le fruit de l'eucalyptus? Est-ce que vous le savez, ça? Alors, j'aurais tendance à dire que l'eucalyptus n'a pas de fruits. Mais ce serait trop facile. Je ne sais pas, la question vient de poser, mais moi-même, je ne le sais pas. Non, j'avoue mon ignorance. Mais voilà, je ne sais pas du tout. Mais je soupçonne peut-être qu'il n'a pas de fruits. Enfin, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Alors, vous avez la réponse? Moi, je ne l'ai pas, je ne sais pas. J'espère que la personne qui a posé la question va nous dire la réponse. Ça serait bien. Je ne sais pas. Quel lecteur êtes-vous, David? Est-ce qu'il y a un livre choc pour vous qui ne quitte pas votre table de chevet, que vous relisez Alors, je suis très infidèle en littérature. C'est-à-dire que je vais d'un livre qui me passionne à un autre. Ça ne veut pas dire que je les oublie, hein, ce que j'ai aimé, mais j'ai vraiment des coups de cœur très successifs. J'ai beaucoup aimé de livres, j'aime beaucoup lire, il y a beaucoup de livres que j'aime lire, mais il y en a un qui m'a marqué assez récemment, c'est le livre d'un auteur tunisien qui s'appelle Yamen Manaï. Je ne sais pas si vous le connaissez. Et son dernier livre s'intitule Bel Abîme. Et c'est publié aux éditions Elisade, ELYSAD. Et c'est vraiment un roman qui est c'est pour moi saisissant en fait. J'ai été pris par cette histoire d'un jeune homme, je ne vais pas tout raconter, mais qui a pour compagnon un chien et qui vraiment traverse une société tunisienne très dure pour les animaux. Et ce roman-là m'a frappé. Et je l'ai lu parce que j'avais lu un roman précédent de Yamen Manaï qui s'appelait Lama ardent et qui raconte l'histoire justement d'un apiculteur qui arrive à sauver un village et où il y a comme une sorte de parallèle qui est fait entre des frelons asiatiques et les islamistes, qui les deux envahissent le pays. Et ça, j'avais trouvé passionnant. Donc, Elle est intéressante. Voilà, Yamen Manaï. Donc, ça sera votre conseil de lecture, David? On peut le noter? Voilà, oui. Alors, on a la réponse. Le fruit de l'eucalyptus. Les fruits de l'eucalyptus sont formés par le développement du réceptacle ainsi que de l'ovaire qui s'y attache. Ils contiennent un nombre important d'ovules. Une partie de ces ovules seront fécondés par des grains de pollen distincts lors de la pollinisation, mais ils ne seront jamais en totalité. Les fruits d'eucalyptus arrivent à maturité au bout d'un an environ, le plus souvent en automne et parfois au printemps, pour quelques variétés à floraison hivernale. Voilà. D'accord. Alors, l'eucalyptus, aucune chance que je connaisse. Ah, mais je suis parfaitement d'accord. Sauf que l'eucalyptus que je connais au Sénégal, il ne connaît que 2 saisons. La saison sèche,
et la saison des pluies, qu'on appelle l'hivernage. Alors peut-être qu'il a une floraison ou des fruits à des périodes différentes. Voilà. Mais vraiment, je remercie la personne de m'avoir éclairé sur les ovaires d'eucalyptus, le fonctionnement de la pollinisation. Quand nous avons une libraire sous la main, on va demander à Céline de faire un conseil de lecture à David et aux lecteurs qui nous regardent. Céline, un conseil de lecture. Alors moi, le dernier livre qui m'a vraiment beaucoup plu, c'est le livre de Mick Kinson. Donc ça, c'est un livre de la rentrée qui s'appelle Poids Plume aux éditions Métayer. Voilà, qui a une jolie couverture et donc c'est l'histoire d'une jeune fille dans l'Angleterre de fin du 19e, en plein développement industriel, qui est issue d'une famille très pauvre, qui va l'abandonner et elle va être recueillie par un boxeur en pleine gloire, qui organise des matchs au fond des bars anglais et elle va donc découvrir la boxe, elle va découvrir cet art de l'esquive et de la feinte. Et grâce à ça, elle va connaître la gloire et voilà, avoir un destin hors du commun. Voilà. Donc, vraiment, c'est un livre qu'on lit avec avidité, un page-turner vraiment passionnant, avec tout ce contexte en plus de développement industriel qui est en train de changer complètement le pays. Voilà, un livre passionnant que je vous conseille. Je remettrai les conseils de lecture et de David et de Céline sous la vidéo sur Facebook. Moi, je vous conseille La Porte du voyage sans retour aux éditions Point, donc de David Diop. Pour tous les chanceux qui ne l'ont pas lu, vous allez découvrir une langue merveilleuse. Et lisez aussi Frères d'âme aux éditions Point, puisque les deux sont aux éditions Point, donc vous ne serez pas déçus. Et vraiment, les chanceux, vous allez vraiment découvrir un auteur fabuleux, une langue très belle, très poétique, et vous allez apprendre beaucoup de choses, même si l'eucalyptus est un fake dans ce livre. Maintenant que nous le savons, attention David, nous avons une belle révélation, mais la fiction prend le dessus, donc cette eucalyptus a toute sa place dans ce beau livre. Un grand merci David, on va vous laisser le mot de la fin. Merci à vous Nathalie, merci à Nathalie et merci à Céline. J'ai passé vraiment un moment agréable en votre compagnie. C'était un plaisir de vous entendre parler de votre livre, vous en parlez mieux que quiconque, bien sûr. On envie vos étudiants parce qu'on aimerait bien aussi d'être dans l'amphi à vous écouter, parce que vous avez une voix mais de radio, j'ai envie de dire. C'est très plaisant de vous écouter. Nous, on se retrouvera jeudi avec Jean-Michel Audoil, qui a écrit un livre qui s'appelle « Dans ma tête cognent 10 milliards d'étoiles », qui est paru aux éditions Erol. David, Céline, je vous souhaite une belle soirée, belle vie à la porte et à sans retour, et merci aux éditions Point pour cette belle soirée. Bonne soirée à tous.